Chers téléspectateurs, bienvenue sur Place au Débriefing. Pour cette édition, nous allons parler de la qualification des Lions indomptables pour les demi-finales lors du match Cameroun-Gambie en quart de finale. Nous allons également parler de la descente du ministre secrétaire général à la présidence de la République pour le drame que tout le monde connaît qui s'est déroulé lors du match Cameroun-Comores. Nous allons revenir sur le batching, dont le dénigrement du Cameroun. Nous allons parler également du journal Le Monde qui titre, je cite, « Le pays organisateur enchaîne drame, crise et polémique ». Le journal RMC revient aussi sur le batching qui titre « Un technicien en conférence de presse lors du match Tunisie-Burkina Faso a coupé les micros parce qu'il n'a pas été payé ». Est-ce que cette information véhiculée par les médias sur l'ampleur de la tricherie des Lions indomptables lors de cette phase finale de CAN Total 2021 est avérée ou supposée? Nous allons débriefer tout cela avec notre invité aujourd'hui, notre spécialiste en marketing et communication corporate, Monsieur Etoga Messina. Comme vous pouvez le constater, notre spécialiste football, Monsieur Bertin Toumoubaya, vu son agenda, ne pourra pas être des nôtres pour cette édition. Nous le retrouverons certainement lors des demi-finales. Monsieur Etoga Messina, bienvenue sur Place au Débriefing. Merci, très cher journaliste, et merci de l'invitation. Et je pense être à la hauteur des sujets qui ont été mis en débat aujourd'hui. Monsieur Etoga, les quarts de finale Cameroun-Gambie, la Gambie 150e mondiale a voulu ou a tenté de rivaliser avec les Lions indomptables du Cameroun qui ont quand même 5 étoiles frappées sur leur maillot. Et les Lions indomptables ont élevé le niveau de jeu. Est-ce que ce match de quart de finale vous a ému, cette qualification avec beaucoup d'intensité? Les Lions ont développé un jeu un peu plus élevé par rapport à ce qu'on a connu lors des phases de poule. Oh oui, naturellement. C'est un match qui a suscité beaucoup d'émotions et d'envie même de regarder le déroulé du match. C'était un jeu épuré que les Lions ont déployé face à la Gambie. Et sur notre précédente émission, vous avez vu qu'on a évoqué l'élément nouveau qui permettrait à ces Lions de monter en puissance, de développer un jeu plus épuré, plus amené comme ils l'ont fait face à la Gambie pour se qualifier à la fin. On a parlé du fighting spirit, de l'esprit patriotique et de l'envie de satisfaire toute une nation. Et c'est pour moi en cela que les Lions ont élevé le niveau pour ne pas baisser la garde face à une équipe gambienne qui est quand même dans les 10 derniers du classement ranking au niveau africain. C'est une victoire d'équipe, certes, quand Gambie a inscrit 2 buts, une défense qui n'a pas encaissé de buts. Le coach Conceição, son 3-5-2 avec une animation où il passe en 4-1-4 en zone défensive. Est-ce que le coach Conceição pourra remporter ce trophée avec ce système? Toute stratégie mise en place dépend des acteurs qui travaillent à ce que cela soit respecté ou pas. S'il y a une petite faille, on est sanctionné directement. Et donc la tactique du coach qui met en place 3-5-2, c'est ça? Et que ce soit un 3-5-2 ou un 4-4-3, ça dépend des acteurs qu'il y a sur le terrain et l'application qu'ils mettent à satisfaire aux exigences que le coach a investi en chacun d'eux pour que dans le construit d'une équipe, à la fin, chacun soit satisfait. S'il y a un qui éprouve une certaine désinvolture à jouer, comme on a eu à reprocher à Zambo Anguissa, qui, pour ce match, a essayé d'élever le niveau. Pour ma part, peu importe le dispositif tactique, il faut juste l'engagement des acteurs sur le terrain. Le Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso et l'Égypte sont en demi-finale.
c'est des équipes, ce sont des équipes solides. Le Burkina Faso, peut-être, c'est la surprise du tournoi. Est-ce que le Cameroun passera face à cette équipe d'Égypte qui a souvent été une bête noire des Lions indomptables? Oui, oui. Si on regarde comment l'Égypte joue, avec un accent fort prononcé sur le jeu de balle de Mohamed Salah, on se dit que s'il est quadrillé et puis bien encerclé avec une maîtrise des Lions au milieu de terrain, comme ils l'ont fait face à la Gambie, cette équipe égyptienne sera fort bousculée. Et le Cameroun déploiera, n'est-ce pas, ses offensives sur les côtés, comme ils l'ont fait face à la Gambie avec un très beau centre de Faye Collins qui a permis à Toko Ekambi d'inscrire ce but magistral de la tête. Et vous voyez le milieu de terrain qui s'est projeté plus vers l'avant avec les envolées de Honla et Zamboanguissa qui a permis de mettre la pression haut pour récupérer le ballon et avoir des occasions de but net qui, pour ma part, a facilité le travail des défenseurs qui ont maîtrisé leur objectif ou alors leur sujet dans ce match. Et donc, face à l'Égypte, il faudra déployer à nouveau ce style de jeu, cet engagement et être plus vigilant parce qu'on ne joue pas face aux enfants de cœur comme on a préalablement dit que la Gambie c'est une équipe de seconde zone, j'ai envie de dire, sans toutefois manquer de respect à ce grand pays. Mais face à l'Égypte, c'est 7 étoiles sur le maillot, face à 5 étoiles, ça sera, j'ai envie de dire, 12 étoiles sur un même stade. Et donc on va voir le meilleur qui va gagner. Mais j'ai un penchant pour les Lions indomptables parce qu'ils ont un système de jeu qui sont en train de déployer et puis l'engouement du public qui va les porter à la victoire. 2 équipes de la poule A, le Burkina Faso, le Cameroun, qualifiés pour les demi-finales. C'était un groupe réellement relevé. Donc ici, nous avons le Sénégal aussi, qui est une équipe redoutable, qui a démontré qu'elle est solide et qu'elle pourrait aussi prétendre au titre. Est-ce que le Sénégal ou encore le Burkina Faso qui ressort du groupe A, le Cameroun a gagné, le Burkina Faso pourrait faire obstacle au Cameroun? C'est des matchs à grands enjeux et tout se joue sur des détails. Et le fort potentiel de l'équipe sénégalaise permet à cette équipe de rêver face à une équipe, j'ai envie de dire, du Burkina Faso qui a des velléités offensives très rapides. Quand on voit leurs enjambées avec un contrôle de balle sur le terrain, franchement, ils vont vite avec le contrôle de balle sur le terrain. Et donc, elle peut poser des problèmes à cette équipe solide, à cette équipe sénégalaise solide en défense. Et il y aura le retour de Bertrand Traoré, leur capitaine, qui, à mon sens, sera un match vraiment relevé. Et le fait que 2 équipes de la poule A se retrouvent à ce niveau de la compétition montre à quel point la poule A n'était pas aussi, comme on a eu à entendre, des petites équipes qui accompagnaient les Lions dans cette poule. Non, ça montre que cette poule était relevée, elle avait un fort potentiel et ça se démontre encore sur le terrain avec cette qualification de deux équipes issues de cette poule pour les demi-finales. Revenons sur deux cas individuels des Lions indomptables, 2 joueurs. Faye Collins, qui est auteur de 3 passes décisives, un défenseur sur le couloir, qui apporte énormément. Je pense que c'est monsieur 60% de cette équipe nationale des Lions indomptables qui puisait aujourd'hui, on l'annonce, du côté des Émirats. Est-ce que Faye reste un élément essentiel du dispositif? Si on était en handball, on devrait parler de pivot. À mon humble avis, Faye Collins, c'est le pivot de cette équipe, surtout sur son couloir. Quand vous voyez, ça relève encore le dispositif tactique que le coach met en place et les instructions qu'il donne à chaque joueur. Vous voyez les remontées offensives de Faye Collins et sa reconversion à revenir sécuriser son poste qu'il a au préalable en fonction des enlevés qu'il déploie sur le terrain.
pour porter une certaine supériorité numérique à l'avant de l'équipe nationale, il distribue des centres qui permettent à l'équipe de sécuriser des goals, d'être en confiance, d'avoir des occasions de but. Pour moi, c'est le pivot de cette équipe. Et il se donne à fond. C'est un exemple pour chaque joueur sur le terrain qu'ils doivent copier et imiter, j'ai envie de dire. Cela ne devrait pas frustrer les autres quant à ce qu'ils se donnent aussi à fond et à respecter les consignes du coach, parce que tout est fonction des consignes que le coach donne à chaque joueur sur le terrain. Revenons sur le cas André Onana, qui est gardien, qui est le numéro 1 de l'équipe nationale des Lions Indomptables, et qui, lors des matchs précédents, certains spectateurs des Lions affirmaient qu'il n'était pas à la hauteur. Lors du dernier match, André Onana a démontré qu'il est vraiment un gardien de classe mondiale. Est-ce que pour vous, le choix de l'entraîneur, Conceição, est avéré? Nul doute que c'est une titularisation qui ne devrait souffrir d'aucune contestation au regard des prestations de ce grand international camerounais au niveau de son club et au niveau de l'équipe nationale. Moi, étant non pas spécialiste de football, mais plutôt un amoureux de ce sport, je me dis, le gardien, c'est sa défense. Si la défense fléchit, le gardien a, je crois, 40% à sauver un face-à-face, à mon humble avis. Mais maintenant, si une défense a été comme celle face à la Gambie, il va de soi que le gardien camerounais sort d'un match sans toutefois recevoir un tir dans ses goals. Il a passé, je crois, la journée ou bien les 90 minutes à lire un livre face à la Gambie. Mais on doit voir son talent face à l'Égypte. C'est là où il doit démontrer ses compétences, ses qualités, ses relances vraiment précises qu'il doit travailler un peu plus pour que l'équipe soit au complet à l'issue de la rencontre. Déjà face aux Comores, il a réalisé 4 arrêts décisifs. Face aux Comores, il a démontré qu'il était déjà le dernier rempart des Lions Indomptables. Il a réalisé des arrêts qui auraient pu permettre, s'il n'avait pas ce talent, le Comore aurait pu marquer au moins 2-3 goals. Oui, naturellement, c'est la marque des grandes équipes, avoir des gardiens qui permettent de rassurer les joueurs de champ et redonner confiance à l'ensemble de l'équipe. C'est naturel que André Onana réalise cette prestation-là et qui, ma foi, lui a donné encore plus de confiance et l'envie de servir le pays. Nous allons revenir sur la visite du ministre secrétaire d'État à la présidence de la République, M. Ferdinand Gongor, suite au drame survenu lors du match Cameroun-Comores. Le stade Olembe a été suspendu et réhabilité par la CAF. En conclusion, c'était une bousculade mortelle. Est-ce que cette descente au stade Olembe du ministre du secrétaire d'État à la présidence de la République rassure aujourd'hui les Camerounais? Oui, c'est une descente qui a pour vocation à rassurer l'ensemble des acteurs dans cette compétition, à savoir les Camerounais et naturellement le public international qui s'intéresse tant à cette compétition que le Cameroun abrite dans son triangle national. Mais cette visite aussi a pour ma part permis de montrer le côté organisationnel Cameroun à déployer sa promptitude à réaliser
à mettre en place un dispositif qui permet de rassurer l'ensemble des visiteurs sur son terrain. On voit là les conclusions de cette visite ont permis de renforcer la sécurité et afin de discipliner les spectateurs qui viennent regarder l'ensemble des matchs au niveau des stades. C'est pourquoi vous avez vu une montée en puissance du dispositif sécuritaire tout au cours des différents matchs des quarts de finale. Revenons sur le batching, le dénigrement de la CAN Total Énergie 2022 au Cameroun. Je cite, des organes de presse comme Le Monde disent que le pays organisateur enchaîne drames et crises et polémiques. Le RMC, dans son dernier article, dit que lors d'une conférence de presse Burkina Faso, Tunisie, un technicien coupe les micros tout simplement parce qu'il n'a pas été payé. Info ou intox? Est-ce que le Cameroun est face à un dénigrement total, une inacceptation de la réussite de cette CAN Total 2022 et la splendeur des stades construits au Cameroun? Ben, cela va de soi, ça dépend maintenant, si on prend les organes de presse, ça dépend de la ligne éditoriale et de l'objectif visé par la communication déployée ici. En communication, on a ce qu'on appelle la cible. On cible et on construit le message qu'on va diffuser. Ici, la stratégie utilisée, c'est le batching qu'ils essayent de mettre en place, de fort belle manière d'ailleurs, parce que c'est repris par différents acteurs sur les réseaux sociaux. Et là, quand on parle des réseaux sociaux, on appelle aussi cela, ça a un concept bien défini, le social batching, parce que ça se développe sur les réseaux sociaux. Mais il faut ici sortir du côté communicationnel et intégrer d'autres éléments qui permettent de comprendre ou bien de mettre en lumière le pourquoi du comment ces médias s'emploient à dénigrer l'entité Cameroun. Dites-vous que le Cameroun sort de la colonisation française. On va rentrer dans ce schéma-là et montrer que c'est une pilule qui passe mal de voir l'ancien colonisé émerger et déployer des grandes infrastructures comme ça à la hauteur du stade, peut-être même qui dépasse le Vélodrome ou bien le stade de Paris Saint-Germain. Et on a eu à avoir un entretien, on a parlé du sport ou bien du football comme un soft power dans la diplomatie internationale. Et ici, le Cameroun fait mal en regardant le développement des infrastructures, le développement même du football africain, que ces médias, j'ai envie de dire, l'international a toujours peint et dépeint de façon à ce que le public, tant européen qu'africain, considère leur championnat comme un championnat ou alors leur coupe comme une coupe de seconde zone. Et sans grand intérêt, donc tout ça c'est pour montrer que pour le championnat, franchement, il faut le laisser. C'est toujours de scandale à scandale, c'est toujours de tel qu'il titre. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le répondant que les journalistes africains ont face à ces déclarations des journalistes qui se mettent sur leur ligne éditoriale qu'ils ont définie pour relater les faits qui viennent de l'Afrique. Revenons sur cette avérée ou supposée tricherie des Lions indomptables ou du Cameroun pour une compétition qui n'est pas organisée par le Cameroun, elle est sous l'égide de la CAF. D'un côté, on accuse les tests Covid, de l'autre côté, on accuse les stades. Est-ce que tout ceci n'est pas un mécanisme mis en place pour mettre à mal cette CAN organisée par la CAF au Cameroun? Je dirais d'emblée que la CAF est responsable de tout
le méli-mélo qui se passe au Cameroun concernant cette Coupe d'Afrique. Il y a une défaillance communicationnelle à tout point de vue qu'il faille ici relever et mettre en lumière. Si le tohu-bohu qu'il y a autour des tests Covid a pris une telle ampleur, c'est du fait que la CAF n'a pas communiqué dès qu'elle a eu connaissance de ça, sur les supposées accusations qu'on adresse au Cameroun. Et c'est en cela que, face au regard de la précédente question, je parle ici de social bashing, qui, pour régler un social bashing, il y a un comportement à avoir. Soit vous tombez dans deux erreurs fondamentales. Soit vous répondez sur le fait de l'émotion, soit vous faites fi de l'ampleur ou alors de la rumeur qui court, et donc la CAF a jugé mieux de ne pas communiquer sur une telle ampleur, sur une telle rumeur, et ça a pris de l'ampleur avec l'implication des influenceurs d'État, j'ai envie de dire, des influenceurs africains qui ont repris à leur corps défendant cette cause pour soutenir un petit poussin face au Grand Cameroun qui était ici comme un combat de David contre Goliath. Et comment vous voulez que David s'octroie encore toutes les faveurs de Dieu pour combattre ce petit poussin-là? Donc c'était un peu un combat injuste qu'ils ont voulu venir aider ce grand pays qu'est le Comore pour faire face au lion. Mais il faut ici relever la défaillance de la CAF quant à sa communication sur cet élément de test Covid. Vous voyez qu'elle n'a même pas fait une sortie jusqu'à présent pour exempter le Cameroun de cette accusation. Il a fallu ici que Samuel Eto'o fasse une sortie pour essayer de calmer l'ensemble des influenceurs qui utilisaient cette information pour dénigrer, alors vraiment dénigrer l'organisation de la Coupe d'Afrique au Cameroun. Revenons sur les pelouses. Récemment, le président du COCAN a désigné des anciens lions pour veiller au grain face aux pelouses. Donc avant match, après match, ils font un rapport en ce qui concerne l'état de la pelouse, l'état des lieux. Nous avons vu que les Lions indomptables ont joué le match sur la pelouse du stade de Japoma. Et on n'a vu aucune défaillance. Mais certains ont encore trouvé le moyen de dire que le stade la pelouse était remplie de sable. Une pelouse remplie de sable, on aurait vu tout de suite que le ballon allait rebondir à chaque fois qu'il prenait une direction. Est-ce que ce n'est pas encore une forme totale de dénigrement? Dites-vous que tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif visé. Dans ma précédente intervention, je parlais des journalistes mercenaires accrédités pour suivre ou bien alors relater l'ensemble de l'événement qui se déroule au Cameroun. Mais sont-ils venus pour montrer la bonne ambiance ou alors le bon vivre qu'il faut au Cameroun? Que non, ils sont venus pour démontrer à quel point l'organe dirigeant, même s'ils ne le disent pas de façon explicite, pour venir démontrer comment l'organe dirigeant au Cameroun manque d'objectifs, manque de vision et manque de suivi. C'est en cela que vous allez voir au cours des matchs, l'infrastructure est là, mais on dénigre l'infrastructure qui, ma foi, c'est un procédé qui relève un peu de l'imaginaire. J'ai envie de dire, c'est des rêveurs, Parce que ici, les stades qu'ils disent ont des trous, il faut, je ne sais pas moi quoi, c'est juste du bashing, mais sur un autre aspect que ces médias, et c'est plus les médias occidentaux qui le font, parce que
c'est aussi pour pousser nos journalistes locaux à avoir un peu de patriotisme dans leur métier et à répondre à ces gens quand ils viennent pour dénigrer le championnat africain. Parce que le but visé, je l'aurais dit, ce n'est pas en soi dénigrer fatalement le Cameroun, mais c'est de démontrer que la compétition africaine de football est une compétition vide de sens, parce qu'il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas les hommes qui savent organiser, il n'y a pas une vision derrière, il n'y a rien. Donc, ils viennent là pour sauvegarder leurs intérêts et dénigrer la volonté des autres à se développer. Le gouvernement camerounais, le président de la fédération, en concomitance avec les autorités camerounaises, mettront certainement en place une stratégie pour pouvoir démontrer que le Cameroun est capable d'organiser même une Coupe du Monde. Le Cameroun s'est positionné pour la Coupe du Monde de 2030. Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que on peut le faire? On peut le faire, mais une fois de plus, en interne, on a des oppositions qui ne voulaient même pas d'abord de la tenue de cette compétition qu'on a au Cameroun, et donc ils vont monter au créneau pour encore dénigrer la volonté du Cameroun à monter sur un autre cran. Parce que, parlant encore du bashing, il y a... Maintenant, ça sera plus en interne, on va un peu sortir de l'aspect footballistique du bashing et démontrer encore un autre aspect footballistique, mais plutôt fait par les Camerounais. Le bashing fait par les Camerounais qui s'appuie sur 3 piliers. C'est 3 pendants en fait. Ils parlent d'abord au nom du peuple. En parlant au nom du peuple, ils développent un langage ou bien alors un glissement sémantique qui interpelle le peuple sur les tares et les avatars de l'organe dirigeant en place. Et il y a la volonté de montrer la divergence d'opinion, de vision et d'objectifs qui existe entre la volonté du peuple et la volonté des élites dirigeantes. Et donc, ils s'attellent, les acteurs du bashing sur l'entité Cameroun, des Camerounais, j'ai envie de préciser, vont travailler à montrer qu'il n'y a pas de coexistence entre les élites et le bas peuple. C'est des réalités divergentes et dont le bas peuple doit se lever pour revendiquer un mieux-être. Et donc cela est fait par les opposants. Et maintenant, l'opposition est ici vue comme le rempart ultime du peuple. Parce qu'il s'identifie comme le peuple et il parle comme le peuple. Il parle au nom du peuple, même sans toutefois avoir de mandat pour parler au nom du peuple. Et on sort ici de la démocratie représentative et tout ce qui va avec. Le troisième, c'est invoquer un vocabulaire qui fait appel à l'émotion et au sensationnalisme, ça démontre que on ne joue plus sur les idées rationnelles, à dire que si cette bouteille ou alors ce verre il est plein, on va dire qu'il est plein. On va s'attarder plus sur le fait qu'il soit un peu vide et travailler à démontrer sur le fait que le verre est un peu vide pour soulever et ameuter le peuple à dire que l'organe dirigeant ne travaille pas. Donc oui, la Coupe du Monde, le Cameroun peut, mais est-ce que les Camerounais vont travailler à ce que cela soit fait dans les règles de l'art, que ce soit l'organe dirigeant, que ce soit le bas peuple qui doit accompagner les élus qu'eux-mêmes ils ont voulu à la tête de leur nation? C'est la grande question. Les stades sont pleins. Les stades partout sont pleins. Lors de notre dernier numéro, nous avons abordé ce sujet en demandant aux élites d'aider les jeunes à pouvoir aller regarder les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que notre message a été suivi selon vous? Au regard des stades qui sont remplis, je me dis que oui, le message a été entendu et a été mis en application. Mais c'est aussi
un moyen de dire que les élites se sont impliquées pour la réussite de cette compétition et que bien qu'il y a eu un petit drame, pas un petit drame, un drame qui a survenu à Olembe, les choses ont facilement été recadrées par le ministre d'État qui a instruit, par exemple, que les enfants de 11 ans ne doivent plus intégrer les stades. Et donc, dans la stratégie que les élites ont mis en place, ils donnaient des billets juste pour remplir. Mais ici, il y a un encadrage qui est sélectif, certes, mais qui permet aussi de discipliner les acteurs qui vont regarder les matchs. Oui, la compétition jusqu'ici a été réussie du fait que même les entraîneurs des équipes adverses qui, pour des matchs sans grands enjeux, les stades sont pleins. On a la ville de Garoua qui, pour ma part, a été la meilleure dans ce domaine-là. C'est ici que s'achève ce numéro. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes nos plateformes, Belgocam 21 TV, également sur la Happy Box. Nous serons accompagnés pour le prochain numéro lors des demi-finales de notre spécialiste football Bertin Toumoubaya qui sera certainement déchargé de tout son agenda. À très bientôt.